Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Achraf Rifi jette l'éponge, le ministre de la Justice quitte le gouvernement Salam, évoquant l'hégémonie du Hezbollah sur le Conseil des ministres. La ministre des Affaires des déplacés, Alice Chaptini, assurera l'intérim. Le patriarche Raï vent debout contre l'impunité des criminels au Liban. Dans son homélie dominicale, le prélat dénonce l'absence d'un État protecteur. Double attentat à la voiture piégée dans la ville syrienne de Homs. Il y a au moins 50 morts. Un accord provisoire sur la fin des hostilités serait à portée de main, selon John Kerry, en visite officielle en Jordanie. Je vous l'annonçais en titre, Achraf Rifi jette l'éponge. Le ministre de la Justice a démissionné ce dimanche du gouvernement. Dans un communiqué, il justifie sa décision en évoquant notamment le blocus imposé par le Hezbollah et ses alliés au sein du Conseil des ministres et dans le dossier de la présidentielle. Rifi évoque aussi les blocages face au transfert du dossier de l'ancien ministre Michel Samaha devant la Cour de justice. Selon Rifi, le Hezbollah assure une couverture aux criminels accusés de terrorisme, une preuve selon lui de l'hégémonie du Hezbollah sur le gouvernement. Rifi accuse par ailleurs le parti d'Hassan Nasrallah de compromettre les relations du Liban, notamment avec le monde arabe, en référence à la décision saoudienne d'interrompre son aide aux forces armées libanaises en raison des critiques de certaines parties, notamment le Hezbollah, à l'égard de Riyad. Maintenant, je vous disais aussi en titre, la ministre libanaise des Affaires des déplacés, Alice Chaptini, qui a été nommée ministre de la Justice par intérim, annonce ce dimanche de la présidence du Conseil des ministres, donc le Conseil des ministres qui devrait aussi se réunir demain, lundi à 10h, afin d'examiner les principaux dossiers de l'heure, le gel de l'aide saoudienne à l'armée, mais aussi la crise des déchets et la démission du ministre Rifi, qui sera d'ailleurs dès ce soir au menu d'une réunion extraordinaire de la coalition du 14 mars à la résidence du chef du courant du futur, Saad Hariri, au centre-ville de Beyrouth. Le patriarche maronite Chararaï vent debout contre l'impunité des criminels au Liban. Dans son homélie dominicale à Pkarki, il a dénoncé l'absence d'un État protecteur et le fait que les criminels jouissent de leur liberté, de privilèges et d'immunité politique. Le chef de l'église maronite faisait allusion à l'assassinat mardi dernier de Marcelino Zamata à Achrafiyeh suite à une rixe qui a dégénéré. Les deux assassins présumés du jeune homme avaient été arrêtés par des habitants avant d'être remis aux autorités. Au moins 50 personnes ont été tuées ce dimanche dans deux attentats à la voiture piégée dans la ville de Homs en Syrie. Le bilan pourrait s'alourdir en raison du nombre de personnes grièvement blessées. Homs, dans le centre du pays, est essentiellement contrôlée par le régime. La ville est régulièrement le théâtre d'attentats à la bombe. Le mois dernier, un double attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique y a fait 22 morts. Un accord provisoire sur les modalités d'une cessation des hostilités en Syrie est à portée de main, annonce ce dimanche du chef de la diplomatie américaine John Kerry en visite en Jordanie. Il a également appelé l'aviation russe à cesser ces bombardements massifs qui touchent aussi bien des civils que des combattants. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Dans la course à l'investiture démocrate, Hillary Clinton a marqué des points ce samedi face à son rival Bernie Sanders en remportant la primaire organisée dans le Nevada. Chez les républicains, Donald Trump remporte sa deuxième victoire d'affilée après le New Hampshire. Cette primaire en Caroline du Sud a été fatale à Jeb Bush. L'ex-gouverneur de Floride a décidé de se retirer de la course à l'investiture. Inès Olagaray. Donald Trump a le vent en poupe. Avec la Caroline du Sud, il vient de remporter sa seconde primaire en un mois. Gagner, c'est magnifique. Nous allons commencer à faire gagner notre pays. Parce que notre pays ne gagne plus. Il n'est plus gagnant. Donald Trump quitte la scène sous les acclamations de la foule. Dans une autre salle de meeting, celle de Jeb Bush, l'ambiance est plus morose. Le candidat républicain a décidé de se retirer de la course après une nouvelle défaite. Les électeurs de l'Iowa, du New Hampshire et de la Caroline du Sud ont parlé et je respecte sincèrement leur décision. Donc ce soir, je suspends ma campagne. Côté démocrate, dans le Nevada, c'est une seconde victoire également pour Hillary Clinton, suivie de très près par son rival Bernie Sanders.
Certains ont peut-être douté de nous, mais nous n'avons jamais douté. Et cette victoire est pour vous. Je veux féliciter le sénateur Sanders pour cette compétition serrée. Malgré sa défaite à cette primaire, le sénateur du Vermont garde la tête haute et donne rendez-vous à ses électeurs le 1er mars pour le Super Tuesday. Now it's on to Super Tuesday. Thank you. L'heure est aux opérations de nettoyage et de réparation aux îles Fidji, balayées par Winston. Le cyclone le plus puissant de l'histoire de l'archipel était accompagné de vents approchant 300 km/h. Il a fait au moins 5 morts, des milliers de logements ont été rasés. L'état de catastrophe naturelle a été décrété pour un mois, un couvre-feu instauré et les écoles resteront fermées pendant une semaine. Des vols ont par ailleurs été annulés. Le palmarès de la 66e Berlinale, le festival de cinéma de Berlin, a été dévoilé ce samedi soir. La plus haute distinction, l'Ours d'or du meilleur film, a été attribué au film Foucault Amaré, un documentaire sur les réfugiés qui tentent la traversée de la Méditerranée. Foucault Amaré, qui signifie feu en mer, est signé du réalisateur italien Gianfranco Rozzi. Sophie Guignon nous en dit plus. Lampedusa. Un petit morceau de terre de 20 km². Sur cette île, deux mondes qui s'ignorent. Samuel Hay, un jeune écolier, mène sa vie de petit garçon dans l'insouciance. Au large, la tragédie des réfugiés, elle, continue. Un drame brut, raconté sans voix off ni commentaire. Le réalisateur Gianfranco Rozzi, lui-même né en Érythrée et formé aux États-Unis, espère que son film réveillera les consciences. On ne pourra pas dire que l'on ne savait pas ce qui se passe. C'est devant nos yeux. Tous les jours, nous voyons des images à ce sujet, à propos de personnes qui meurent dans des embarcations, agonisant à cause du manque d'air et du gaz qui s'échappe du carburant. C'est un crime et on ne peut pas l'accepter. Toute l'année 2015, Gianfranco Rozzi l'a passé sur l'île de Lampedusa. Point de départ des navires de l'opération européenne Triton, chargés de recueillir les embarcations de fortune en perdition. Bénévoles, militants, médecins, le réalisateur a tenu à leur rendre hommage. Je veux dédier ce prix à toutes les personnes de Lampedusa qui ont toujours accepté et reçu ces personnes qui arrivent. Deux autres films au sujet de la crise migratoire ont été diffusés pendant le festival. La Berlinale, traditionnellement engagée, se place ainsi au cœur d'une actualité brûlante. En 2015, l'Allemagne a enregistré plus d'1 million de demandes d'asile, une augmentation de 440% par rapport à 2014. C'est un livre qui marche plutôt bien en librairie, Les yeux d'Astrid de Jean-Marie Cassab est le premier roman de ce scientifique de carrière qui s'adresse à tous ceux qui souffrent d'obsession, quitte à perdre le sens de la vie. Jean-Marie Cassab est l'invité de Philippine de Clermont-Tonnerre. Jean-Marie Cassab, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes ici pour nous parler de votre premier roman, Les yeux d'Astrid, publié chez Percé en France, où il est sorti en novembre. Un mois plus tard, il est arrivé au Liban et il est aujourd'hui à la 3e place des ventes d'ouvrages en français à la librairie Antoine. Vous attendiez-vous à un tel succès? Pas du tout. Quand j'avais écrit le livre, bon, je l'ai écrit pour mon plaisir personnel. Bon, bien sûr, quand on écrit un livre, il faut qu'il soit lu. Mais je ne m'attendais pas à ce succès. Bon, je ne peux pas parler de succès déjà, bon, puisque vous l'avez mentionné vous-même. Mais certainement qu'un nombre de gens ont apprécié ce qui a été écrit et Comment l'expliquez-vous justement? Je pense que c'est la simplicité du texte. D'habitude, moi j'aime ramener toute chose à des éléments très simples. Je n'ai pas mis de fioritures, je l'ai écrit à la première personne. La première personne donne une certaine latitude. C'est un peu parlé. Bon, j'aurais pu sombrer dans la littérature, je ne l'ai pas fait. Mais c'est quelqu'un qui parle de lui-même, Francis. Donc ça se passe à la première personne, ça facilite la vie à tout le monde. Et ça rend, je suppose, les choses plus accessibles aux lecteurs. Alors parlons un tout petit peu de vous. Vous êtes issu du monde scientifique. Vous avez une formation de biologiste et vous avez choisi à 55 ans de vous lancer dans l'écriture. Pourquoi? Bon, disons, à la base, moi je suis un homme de science. J'aime la science et les études que j'entreprends maintenant, je reprends mes études très bientôt, sont un mélange de science et de philosophie. Mais quelque part,
je n'aime pas qu'il y ait, enfin, mon école dit qu'il n'y a pas de ligne réelle de démarcation entre la science et l'art. Je l'ai dit quelque part que l'architecture est un métier totalement scientifique, on travaille, on fait des chiffres, on dessine, mais ensuite, en fin de compte, l'aboutissement est totalement artistique. Donc ça, c'était un rêve d'enfance, j'ai toujours voulu écrire. Mais pour écrire, il faut avoir les moyens de pouvoir écrire. Et il faut beaucoup de détermination. Les clichés qui parlent d'inspiration ou de je sais pas, le penseur qui est là tout seul à vouloir écrire, c'est faux. Oui, c'est une discipline et il faut du temps aussi, j'imagine. Il faut beaucoup de détermination. Et puisque le temps n'est pas disponible, on le fait la nuit. Donc là, le petit bouquin, peut-être je l'ai fait, c'était un défi. Ça m'a pris 2 mois, mais en réalité, ça m'a pris 3 nuits blanches. Une fois que les enfants sont allés au lit, la télé était éteinte, je mets ma musique et j'écris. Et c'était passionnant. Alors, Les yeux d'Astrid, c'est l'histoire banale de la chute d'un homme, un self-made man devenu milliardaire qui fait brusquement faillite. Et dans cette descente, il va même jusqu'à envisager le suicide, jusqu'à ce qu'il rencontre Astrid. Alors, pourquoi avoir choisi ce profil du businessman rattrapé en fin de compte par ses démons, si j'ai bien compris? Oui, ça aurait pu être autre chose. Moi, tout ce dont je parle, c'est la frénésie. C'est des gens qui sont en quête de quelque chose, des réalisations, c'est peut-être un conditionnement de la société. Il faut devenir le numéro 1 en natation, on passe 8 heures dans l'eau, je ne sais pas ça aboutit à quoi. Peut-être des performances très jolies, mais je ne vois pas la vie dans tout ça. J'ai choisi peut-être le métier de businessman, parce que souvent, on pense que le bonheur est dans l'argent. Je ne dénigre pas l'argent, mais il ne fait pas toujours le bonheur. Or, mon héros là, il a totalement bousillé sa vie en quête de millions dont il aurait pu se passer. Et quelque part, il le dit, bon, j'aurais pu me contenter d'un seul million et me la couler douce. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il y a des raisons. Alors, sur la 4e de couverture, on présente l'ouvrage comme une leçon de vie. S'agit-il de votre propre vie et dans quelle mesure vous êtes-vous inspiré de votre vécu pour rédiger ce premier roman? Pas du tout. Je n'ai jamais été millionnaire. J'ai eu une enfance très heureuse, ce qui n'est pas le cas de Francis. Parce qu'il n'a pas eu, en fin de compte, une enfance heureuse, bien que bien nantie. N'empêche que l'auteur, il s'immisce, et je le dis souvent, dans ses personnages. Et c'est là où je trouve que quand je lis quelqu'un d'autre, le brio de l'auteur qui arrive, je ne cherche pas la flatterie là, je ne dis pas que je l'ai bien fait, j'en parle simplement. L'auteur, quelque part, s'immisce dans les personnages, et en plus, il leur donne vie. Il les habille, il leur donne un historique, des amis, des souvenirs d'enfance, des ambitions, des anxiétés. Et une fois cela fait, il les laisse travailler tout seul. Et c'est là où le personnage vraiment prend chair. Et on le sent. Et souvent, moi, je me disais bien, bon, ça fait un peu bohème, mais je laisse mes personnages interagir entre eux. Donc, c'est ce qui a créé les 3 personnages principaux du livre. Ils sont bien dans ma tête. On me dit souvent qu'on les voit. Et ça me flatte. Alors, vous avez peut-être d'autres personnages en gestation, puisque si j'ai bien compris, vous avez un second roman de près déjà, qui devrait sortir au printemps prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, j'en parlerai bien sûr, parce que là, c'est mon vrai bébé qui m'a coûté 18 mois de travail très assidu. Et de travail, je parle là de 12 heures par jour, donc avec une finale de 3 mois infernaux. Je suis en train de continuer Astrid, ce ne sera pas une suite, ce sera une continuation, avec un autre titre bien sûr, qui explorera encore plus. On m'a souvent dit que le roman était trop court. Concernant le second, qui est d'un genre totalement différent, qui s'intitule Le Guérisseur, qui est un gros pavé de 700-800 pages, qui sera peut-être divisé en 2 volumes, et 2 autres volumes à suivre aussi. Mais c'est un autre genre, c'est un thriller qui mélange espionnage, terrorisme, science, beaucoup de science, et une autre leçon de vie peut-être. Mais c'est d'un autre genre totalement différent. Merci beaucoup Jean-Marie Cassab d'avoir été avec nous et on vous souhaite une très bonne continuation à vous aussi dans cette nouvelle carrière, peut-être d'écrivain. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Ashraf Refi jette l'éponge, le ministre de la Justice quitte le gouvernement Salam, évoquant l'hégémonie du Hezbollah sur le Conseil des ministres. La ministre des Affaires des déplacés, Alice Chaptili, assurera l'intérim.
Le patriarche maronite vent debout contre l'impunité des criminels au Liban. Dans son homélie dominicale à Pierki, Shaharahi dénonce l'absence d'un État protecteur. Double attentat à la voiture piégée dans la ville syrienne de Homs. Il y a au moins 50 morts. Un accord provisoire sur la fin des hostilités serait à portée de main, annonce John Kerry en visite en Jordanie. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Je vous retrouve dans moins de 3 quarts d'heure à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. Bon début de semaine à toutes et à tous. من السطو على الجمهورية اللبنانية لا بترهيب السلاح ولا بإرهاب التطرف